Bonjour, je suis Nathalie Zen de Zen Dialogue. Bienvenue au cours Rendre la collecte des données plus significatives offert par le programme Activer le changement avec la participation de Salanga et en particulier de Paula Richardson au développement du contenu de ce module. Alors, ce deuxième module porte sur les approches de la collecte de données sensibles au genre et féministes. Et je vais d'abord décrire les caractéristiques des approches sensibles au genre d'un côté et féministes de l'autre. Puis ensuite, je vais approfondir en vous présentant 5 principes pour le suivi, l'évaluation et l'apprentissage féministe. Je vais donner quelques exemples de ce à quoi ça peut avoir l'air. Puis, je vais vous inviter à faire un exercice pour approfondir vos connaissances et votre application des deux approches. Alors, je vous invite, avant qu'on ne commence, à prendre stylo et papier parce qu'on aura un moment de réflexion vers le début du module. Alors, notre point de départ, c'est la politique d'aide internationale féministe où les Affaires mondiales Canada déclarent que pas moins de 95% des initiatives bilatérales du Canada en matière d'aide au développement international soit viseront ou bien intégreront l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Donc, le Canada fait une déclaration publique au monde et aux Canadiens que l'égalité des genres est importante et qu'elle aura un impact significatif sur le développement de la programmation internationale. Donc, quand les Affaires mondiales Canada regardent vos propositions, ils vont essayer de comprendre à quel point vos données seront désagrégées et sensibles au genre. Ils voudront aussi voir que vous allez faire des rapports sur les progrès que votre projet stimule en matière d'égalité des genres. Alors, en prenant ça en compte, avançons. Je commence en vous invitant à faire une réflexion sur deux questions. D'une part, qu'est-ce que signifie une approche sensible au genre pour la collecte des données? Et qu'est-ce que signifie une approche féministe pour la collecte de données? Alors, prenez maintenant votre papier et stylo, arrêtez la vidéo et notez vos réponses. 2 minutes. Alors moi-même, je vais répondre à ces questions, mais d'abord, je pense que c'est important de dire qu'il ne s'agit pas d'une polarité avec l'approche sensible au genre d'un côté et l'approche féministe de l'autre. Il s'agit plutôt d'une échelle ou d'un spectre de sensibilité au genre avec à un extrême la collecte de données nuisibles qui renforce en fait les normes et stéréotypes de genre. Ensuite, on a une approche neutre qui ne tient pas compte de ces rôles et pratiques et relations de genre nuisibles. Puis, ensuite, on a une approche sensible au genre qui reconnaît ces normes, pratiques et relations de pouvoir. Il y a aussi une approche sexospécifique qui prend en compte les rôles des hommes et des femmes et qui les appuie à jouer ces rôles dans la collecte de données. Et puis finalement, à l'autre bout, on a les approches sexo-transformatrices qui remettent en question ces normes. Et c'est ça que j'appellerais l'approche féministe. Alors, encore une fois, c'est important de dire qu'il ne s'agit pas d'une polarité, mais plutôt que l'approche féministe inclut et transcende beaucoup d'aspects de l'approche sensible au genre. Alors, cela dit, quelle est la différence entre les deux approches? Alors, en termes de leur focus, l'approche sensible au genre note et recense les pratiques, normes et stéréotypes
liées au genre et elle fait un suivi des changements en matière d'égalité entre les sexes. L'approche féministe va faire tout ça, mais va explicitement remettre en question ces relations de pouvoir inégales, ainsi que les rôles liés au genre, et va essayer d'avoir un impact stratégique sur la vie des femmes et des hommes à travers le processus de collecte de données. En termes de l'analyse que les deux approches font, l'approche sensible au genre va désagréger les données en termes d'hommes et de femmes, de filles et de garçons. L'approche féministe va faire ça, mais en plus va ajouter d'autres dimensions telles l'âge, l'ethnicité, les capacités, le revenu, qui vont influencer le point auquel une personne peut être désavantagée ou marginalisée dans la société. Donc, il y a une analyse intersectionnelle qui regarde comment ces différents aspects peuvent se renforcer pour marginaliser une personne. Donc, il ne suffit pas de regarder la position des femmes vis-à-vis des hommes. Il faut prendre en compte qu'une femme qui a la peau blanche peut avoir un rapport de pouvoir plus important, enfin plus de pouvoir, disons, dans la société par rapport à un homme s'il se trouve que l'homme a une peau de couleur ou une capacité, un handicap, disons, mental ou physique. D'autre part, l'approche féministe va aller au-delà d'une analyse binaire, homme-femme, et permettre, par exemple, aux répondants, aux sources de données, de s'auto-identifier en termes de leur identité de genre. Alors ça, c'est tout un domaine d'études émergent et vous trouverez au moins une ressource là-dessus dans le document de bibliographie et de ressources qu'on vous a fourni. D'autre part, l'approche sensible au genre va avoir tendance à présumer que les femmes voient l'égalité, enfin que l'égalité entre les sexes, c'est quand les femmes ont les mêmes choses que les hommes. Alors que l'approche féministe va porter attention à ce que disent elles-mêmes les femmes, comment elles définissent le progrès. Et cette approche prévoit la possibilité que les femmes pourraient désirer des choses différentes par rapport aux hommes. D'autre part, l'approche sensible au genre va offrir un cadre pour permettre de recueillir des données sur le genre. L'approche féministe va faire ça, mais en plus de ça, va avoir une préférence pour des méthodes participatives et va mettre un accent sur un processus vraiment de qualité qui implique les parties prenantes dans l'étude de l'intervention et de l'effet qu'il a sur son contexte. Donc, le processus ne sera pas un processus d'extraire les données des sources, mais plutôt un processus d'apprentissage collectif entre les différentes parties prenantes. Finalement, l'approche sensible au genre va mettre un accent sur la reddition de comptes envers les bailleurs de fonds, les rapports à ces bailleurs et l'apprentissage pour les bailleurs de fonds pour informer leur façon de rentrer en partenariat avec les exécuteurs des projets et pour qu'ils puissent améliorer leur façon de financer les initiatives. L'approche féministe, au-delà de ça, va mettre beaucoup plus l'accent sur la reddition de comptes envers les participants, les populations cibles du projet et les partenaires qui exécutent et mettent en œuvre le projet. Et l'approche féministe va
partager les résultats de l'exercice de collecte de données avec ces parties prenantes et privilégier un apprentissage social entre les différentes parties. Alors, pour approfondir un peu notre définition de l'approche féministe, je voudrais vous présenter 5 principes clés pour le suivi, l'évaluation et l'apprentissage féministe. Le premier principe, c'est de redéfinir le rôle de l'évaluateur. Et donc, ce principe-là reconnaît que l'évaluation est une activité politique qui a lieu dans des contextes politiques, qu'il y a des buts explicites, mais aussi souvent des buts implicites à l'évaluation, et que l'évaluation peut mener à des effets positifs, mais aussi nuisibles aux différentes parties prenantes. Et donc, prenant ça en compte, on demande aux évaluateurs de reconnaître les attitudes, les valeurs, les intérêts qu'eux-mêmes ils apportent au processus d'évaluation. Et donc, des organisations comme Oxfam ou Plan ou Interpares ont maintenant une pratique de mener des réflexions de ce genre au niveau individuel de l'équipe, de l'organisation, avant d'entrer dans le processus de suivi ou d'évaluation, pour qu'il y ait une conscience de la façon dont on peut influencer et biaiser le processus. Et donc, cela remet vraiment en question la notion de l'évaluateur comme expert, neutre et objectif. Plutôt, on voit l'évaluateur comme un animateur d'un processus collectif d'apprentissage, un co-apprenant avec les autres et puis un allié dans un processus de changement. Ça nous mène au deuxième principe, qui est de transférer le pouvoir aux participants et de donner plus de contrôle aux participants sur le processus de collecte des données pour qu'ils soient non seulement des sujets de recherche, mais pour qu'ils deviennent eux-mêmes des chercheurs. Ils peuvent diriger ou participer à la définition des questions de recherche, à la collecte de données sur le terrain, et puis à l'analyse, l'interprétation et l'utilisation de ces données pour accélérer un processus de changement social. Et donc, cela implique de renforcer les capacités des participants pour la recherche et l'évaluation et vraiment d'investir des ressources humaines, financières, du temps, de l'énergie pour renforcer ces capacités comme partie intégrante du processus. Et donc, ça a un rapport avec le troisième principe qui est de s'orienter vers l'action et le changement. Donc, l'évaluation est non seulement pour mesurer le changement que stimule le projet, mais pour aider à produire ce changement. Donc, le processus de collecte des données et les trouvailles font partie du processus de changement social, individuel, institutionnel que stimule le projet. On a tendance à agir sur ce qu'on mesure. Donc, le choix des indicateurs, par exemple, a vraiment une forte incidence sur le processus de changement. L'évaluation, donc, devient en lui-même un genre d'activisme vers la justice sociale pour les femmes et les autres populations marginalisées. C'est un processus qui donne la parole à ceux qui sont souvent laissés de côté et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et donc, le processus final, ce n'est pas un rapport poussiéreux, mais, le produit final, le processus en lui-même est un produit important. Et puis, le rapport, les données devront être utiles et utilisées par les parties prenantes.
Un quatrième principe, c'est de valoriser l'inclusion et l'intersectionnalité, c'est-à-dire de valoriser de diverses façons de connaître et d'apprendre, y compris non seulement la raison, mais aussi l'émotion, l'expérience et l'intuition, et de les reconnaître comme des sources de connaissances légitimes. Puis de voir les femmes et d'autres populations marginalisées comme détenteurs de connaissances et experts sur les enjeux qui les affectent et sur leur situation. Puis aussi de favoriser un dialogue et une réflexion collective avec des gens qui n'ont pas forcément le pouvoir. Donc, dans une évaluation ou un suivi féministe, on met un accent particulier sur comprendre et reconnaître qui sait quoi, qui partage quoi et qui entend quoi, en mettant l'accent sur les femmes et les groupes marginalisés. Le cinquième et dernier principe, c'est de reconnaître que le changement n'est pas forcément un processus linéaire, qu'en fait, quand il s'agit surtout des changements dans les relations de pouvoir, il peut y avoir des contre-coups, des retournements, des processus de changement vers l'avant, mais aussi des rétrogressions. Et donc, on a besoin d'outils et de méthodes souples qui puissent mesurer les changements, n'importe quel soit leur sens. Alors, des exemples de ce genre d'outils et de méthodes souples sont donnés dans la diapositive et on décrit ces exemples parmi d'autres dans le document de référence 3 du module 3. Donc, je vous le recommande, c'est fort intéressant. Et donc, je voudrais vous donner 3 exemples de ce à quoi peut ressembler une approche féministe quand on suit ces 5 principes. Le premier exemple vient d'Oxfam Canada et c'est du programme Engendrer le changement. C'est un projet qui a eu lieu avec 44 organisations très diverses, de différentes tailles, budgets, missions, des organisations de femmes, des associations, des coopératives, des ONG, etc., sur 3 continents, 4 régions. Donc, le projet les appuyait pour qu'elles deviennent plus justes au point de vue du genre. Et donc, le défi, c'était de faire une évaluation qui soit utile pour des organisations aussi différentes et de leur permettre de faire une introspection et une auto-évaluation vu leurs points de départ très différents et vu aussi leur définition assez différente de ce que veut dire la justice genre pour elles. Donc, il y avait ce défi d'un côté et d'autre part, le défi de recueillir des informations qui puissent mesurer l'effet du projet dans sa globalité. Alors, la solution qu'ils ont trouvée, c'était de développer un outil d'évaluation des capacités des organisations, un outil qui permet à chaque organisation de définir pour elle-même ses critères de succès par rapport à la justice genre et aussi de définir une échelle numérique selon ces critères. Et donc, ça a permis une réflexion périodique pour chaque organisation qui soit significative pour elle et utile, et en même temps qui permette une agrégation et par exemple de comparer les différentes organisations selon le type d'organisation, selon la région, et aussi de discerner des tendances à travers le temps. Un deuxième exemple vient aussi d'Oxfam Canada
Et c'est dans le contexte de leur projet, le trajectoire de l'intégration de l'égalité entre les sexes et du leadership. Et ce projet-là a choisi une méthode qui s'appelle le changement le plus significatif, en complément à d'autres méthodes plus traditionnelles. Ils ont formé 20 organisations et 12 consultants en égalité des genres dans 12 pays sur cette méthode. Et la méthode consistait en récolter des histoires de changement du terrain, de faire lire ces histoires par un panel de parties prenantes et de demander aux participants à ce panel de discuter des histoires entre elles et de décider quelles histoires décrivent le changement le plus significatif stimulé par le projet. Donc, on voit qu'il y a un processus réellement intéressant d'apprentissage social entre tous et aussi un processus qui permet une rétroalimentation au cours de l'histoire du projet et qui permet d'ajuster la gestion du projet, les interventions sur le terrain et aussi les comportements individuels et sociaux. Alors, troisième exemple vient de ma collègue Françoise Coupal, qui est évaluatrice. Souvent, ce qu'elle fait, c'est qu'en complément à d'autres méthodes plus traditionnelles, elle fait un atelier qui réunit, disons, environ 25 participants au projet. Elle leur demande d'abord d'identifier ce qu'elle voit comme les résultats clés du projet. Et ensuite, elle organise ce qu'on appelle un World Café, c'est-à-dire 5 ou 6 participants par table, 4 tables, 4 sujets différents, un sujet par table. Donc, les sujets vont varier selon l'évaluation. Par exemple, ça pourrait être les forces et faiblesses du projet, les apprentissages et recommandations, le partenariat, la durabilité. Et donc, les 5 ou 6 participants à chaque table vont discuter pendant 20 minutes du thème de leur table. Ils vont noter leurs idées sur panneau et ensuite il y aura une rotation 20 minutes par table et puis les participants vont aller ajouter leurs observations sur le panneau. Et comme ça, en très peu de temps, on arrive à récolter beaucoup d'informations pour l'évaluation. Il y a un processus d'apprentissage entre ces parties prenantes qui aide à améliorer leur pratique et puis aussi à appuyer leur collaboration future, mutuelle. Et aussi, les participants sont écoutés, ce qui est bien pour eux et aussi pour l'évaluateur. Donc, c'est vraiment un processus qui profite à tout le monde. Alors, maintenant, je vous invite à faire un exercice qui va vous permettre de mettre en pratique ces principes et ces idées et aussi à appliquer quelques points plus raffinés. Alors, je vous invite à faire ça soit individuellement ou bien avec votre équipe de travail. Considérez soit votre prochain exercice de collecte de données ou prenez l'étude de cas si vous en avez pas un vous-même. Il y a le document de référence 1 du module 1 que vous pouvez regarder. Et disons que les principaux objectifs de l'exercice pourraient être, par exemple, de collecter des données pour les indicateurs du projet, créer une occasion d'apprentissage collaboratif autour des enjeux auxquels répond le projet et aussi inviter les populations cibles à partager leurs expériences en lien avec le projet jusqu'à présent. Alors, votre tâche, ça va être d'appuyer le processus avec une approche sensible au genre et ou féministe. Alors, pour ça, vous allez prendre la feuille de travail 2 et la première étape,
ça prend, disons, 5 à 10 minutes. Vous allez noter vos recommandations sur au moins une des 4 questions suivantes. 1. Qui devrait recueillir les données? Quelles caractéristiques ou capacités ou formations est-ce que les responsables de la collecte de données devraient avoir? 2. Sur quel type de questions ou de thèmes clés devrait-on mettre l'accent dans la collecte de données si on veut prendre une approche sensible au genre ou féministe? 3. Quelles seraient certaines des considérations et stratégies clés d'un point de vue féministe ou sensible au genre lors de la collecte de données? Et là, pensez à la logistique et aux obstacles qui pourraient se présenter à la participation des sources de données et comment les surmonter. Et 4, quelles sont certaines des considérations et stratégies clés pour l'analyse, le partage et l'utilisation des données? Donc, vous allez noter vos propres idées à vous. Et la deuxième étape, c'est de prendre la feuille de travail 3, c'est une liste de contrôle, et regarder cette liste contre vos réponses. Et utilisez la liste pour noter à quel point vous avez déjà pris en considération les points sur la liste. Et si vous le voulez, vous pouvez utiliser cette liste pour enrichir ensuite vos recommandations. Donc, je pense que cette liste de contrôle est vraiment un outil intéressant et un outil utile pour votre propre travail. Alors, profitez-en, amusez-vous et au plaisir de vous voir dans le module 3.